Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le cancer du côlon, ce tueur silencieux qui, trop souvent, progresse en catimini jusqu'à ce qu'il soit déjà bien installé. Je vous l'avoue, préparer cette vidéo m'a donné un léger frisson. Chaque année, plus de 100 000 nouveaux cas sont diagnostiqués rien qu'aux États-Unis, et près de 50 000 familles perdent un proche à cause de cette maladie. Ce constat pourrait paraître décourageant, mais j'aimerais vous montrer qu'il est possible d'agir plus tôt, simplement en étant attentif aux signaux que notre corps nous envoie. Tout ce que je vais partager a été vérifié par des professionnels de santé. Vous le savez, rien ne remplace une consultation médicale, mais comprendre les signes précoces peut vraiment faire la différence. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles, pourquoi pas, prenez quelques notes. Nous allons plonger dans 9 alertes que notre côlon peut émettre longtemps avant qu'une tumeur ne devienne incontrôlable. Prêt ? Allons Y. 1. Changement dans les habitudes intestinales. Je me souviens encore de la première fois qu'un patient m'a dit « C'est drôle, docteur, j'allais aux toilettes comme un métronome, et maintenant c'est devenu n'importe quoi. » Ce métronome, c'est l'horloge naturelle de votre côlon. Chez la plupart d'entre nous, le transit tourne autour d'une selle par jour, brun foncé, ni trop dur, ni trop liquide. Lorsque tout se passe bien, c'est presque un acte anodin. Mais dès qu'une tumeur commence à obstruer partiellement la lumière du gros intestin, l'horloge se dérègle. Soudain, on peut passer 2-3 jours sans évacuer, ou au contraire faire de multiples allers-retours sans se sentir soulagé. Pourquoi ? Parce que le bol fécal, ce mélange fibreux et biologique, se heurte à un obstacle. Le côlon tente de compenser, il se contracte plus fort, il retire davantage d'eau pour pousser la matière à traverser. Et votre selle devient dure comme la pierre. Inversement, si la tumeur irrite la muqueuse, le corps produit davantage de liquide et les selles se fragmentent, d'où ces épisodes de fausse diarrhée. Alors, oui, l'âge moyen du diagnostic tourne autour de 60 ans, néanmoins, des cas plus précoces existent, et c'est précisément pour cela que la vigilance est vitale. Mon conseil personnel, tenez un journal de bord pendant 2 semaines, notez l'heure, la consistance, il existe l'échelle de Bristol, la couleur, la difficulté ou la douleur éventuelle. Présentez-le ensuite à votre médecin si vous observez une rupture durable avec votre rythme habituel. 2. Diarrhée persistante. La diarrhée chronique, c'est un peu comme un feu orange permanent, ce n'est pas encore rouge, mais ce n'est clairement plus vert. 3 selles liquides ou plus sur 24 heures, plusieurs jours par semaine, voilà la définition clinique. Cela peut sembler anodin, après tout, une gastro-entérite ou une intolérance alimentaire peut provoquer le même tableau. Cependant, lorsqu'un segment du côlon est tapissé de cellules cancéreuses, l'inflammation locale stimule la sécrétion de mucus et de liquides riches en électrolytes. Le résultat, des selles molles, parfois glaireuses, parfois mêlées de sang. Cette diarrhée d'origine tumorale peut aussi alterner avec des phases de constipation, on parle alors de diarrhée paradoxale, signe typique d'un obstacle partiel. J'aime comparer le côlon à une autoroute. S'il y a un chantier sur 2 voies, la circulation ralentit, puis s'accélère par axe en grave coup. Vos selles subissent ce même chaos. D'où ma recommandation, si, depuis plus de 3 semaines, vous jonglez entre diarrhée et constipation, ne restez pas dans le doute. Votre organisme n'invente pas des symptômes sans raison. 3. Constipation inhabituelle. Nous avons tous connu un épisode de constipation après un voyage ou un repas de fête trop riche. Mais lorsqu'une gêne se transforme en compagnon quotidien, l'alarme doit retentir. Le côlon, en temps normal, absorbe l'eau pour former une consistance homogène. Hélas, si une tumeur bloque le passage, le bol fécal stagne, durcit, s'accumule. Les gaz sont piégés, l'abdomen se tend comme un tambour et la douleur sourde s'installe. Plus de 80% des patients atteints d'un cancer du côlon se souviennent d'avoir vécu cette constipation opiniâtre avant le diagnostic. C'est énorme. Pourtant, dans la vraie vie, la plupart des gens banalisent, ils se disent que c'est le stress, qu'ils ne boivent pas assez. Ils doublent la ration de pruneaux, avalent un laxatif, puis oublient. Sauf que la vraie cause se cache plus loin. Retenez ceci,
une constipation qui dure plus de 3 jours malgré une hydratation suffisante, un régime riche en fibres et un minimum d'activité physique méritent un examen clinique. Ne laissez jamais la gêne devenir la nouvelle norme, votre confort digestif est un baromètre précieux. 4. Sang dans les selles. Lorsque l'on évoque du sang dans les selles, beaucoup pensent à des hémorroïdes. Et ils n'ont pas tout à fait tort, ces varices douloureuses du rectum sont fréquentes. Mais ne laissez pas la banalité vous aveugler. Le sang, dans la cuvette ou sur le papier, n'est jamais anodin. Il peut être rouge vif, signe qu'il provient de la partie basse du côlon ou du rectum, ou bien plus sombre, presque noir, lorsqu'il a eu le temps de se dégrader plus haut dans le tube digestif. Le chiffre est frappant, détecté au stade I, le cancer du côlon affiche un taux de survie à 5 ans d'environ 95%. Détecté tardivement, ce chiffre s'effondre. C'est dire l'importance de consulter dès la première goutte de sang suspecte. Pour les plus pudiques, je sais que la conversation n'est pas simple. Mais, croyez-moi, il vaut mieux franchir la barrière de la honte que laisser une tumeur progresser. Gardez aussi en tête que certains médicaments anticoagulants, aspirine, anti-inflammatoires peuvent accentuer un saignement mineur. D'où l'utilité de décrire précisément votre situation à votre médecin, lister vos traitements, vos antécédents familiaux et la fréquence des saignements. Plus vous serez précis, plus le diagnostic sera rapide. 5. Saignement du rectum. Je distingue le « sang dans les selles » du « saignement du rectum » car, cliniquement, l'approche est différente. Imaginez que vous veniez de terminer vos selles, vous vous essuyez et le papier ressort taché de rouge vif, voire que quelques gouttes tombent directement dans la cuvette. Là, la source est quasi toujours localisée dans le canal anal ou les tout derniers centimètres du rectum. Des hémorroïdes, oui. Une fissure anale, souvent déclenchée par une selle trop dure, oui aussi. Mais n'oublions pas, un polype, même minuscule, peut saigner au moindre frottement et ce polype peut, à terme, se transformer en lésion cancéreuse. Tant que l'on n'a pas visualisé l'intérieur du rectum grâce à un examen anoscopie ou coloscopie, on ne peut pas conclure. Le message que je martèle toujours est celui-ci, un seul épisode isolé peut se discuter, mais dès que les saignements se répètent, il faut arrêter l'autodiagnostic. Aucun professionnel de santé ne vous jugera, au contraire, vous montrerez que vous prenez votre santé au sérieux. 6. Ballonnement et douleurs abdominales. Nous voilà au 6e signe, souvent le plus insidieux, cette sensation de « trop plein » après les repas, ces gaz qui remontent, cette ceinture qui comprime alors que vous n'avez pas exagéré. Les ballonnements sont parfois la toute première plainte, bien avant la constipation ou la diarrhée. Pourquoi ? Parce qu'une tumeur peut créer une zone de stase où fermentent des résidus alimentaires. Les bactéries, en se multipliant, libèrent des gaz qui distendent l'aisance intestinale. Ajoutez à cela la douleur sourde, parfois crampiforme, et vous obtenez un tableau qui évoque un simple syndrome de l'intestin irritable. Voilà pourquoi tant de patients perdent de précieux mois avant un diagnostic correct. Le conseil pratique, observez le rythme de vos douleurs. Une crise digestive banale se calme généralement après quelques heures ou passe avec un régime plus léger. Une douleur liée à un cancer du côlon, elle, revient, s'intensifie, devient plus précise et plus durable. Notez l'horaire, l'intensité, sur une échelle de 1 à 10, et la localisation. Ces détails aideront votre gastro-entérologue à choisir les bons examens. Cette fatigue persistante. La fatigue, ce mal du siècle. Qui n'a pas déjà soupiré, je suis crevé. Mais la fatigue cancéreuse a une saveur particulière, elle colle à la peau, elle vous suit au saut du lit, elle gâche votre journée même après une nuit complète. D'où vient-elle ? Principalement de 2 mécanismes. D'abord, l'anémie. Lorsque le cancer du côlon saigne goutte à goutte, vous perdez, sans vous en rendre compte, de petites quantités de sang. Votre réserve de fer s'épuise, votre taux d'hémoglobine chute, et l'oxygène se fait rare dans vos tissus. Ensuite, il y a l'effet toxique, le côlon bouché élimine moins bien, les déchets stagnent et libèrent des substances inflammatoires. Illustrons-le, imaginez un moteur de voiture privé d'huile, qui chauffe doucement. Vous pouvez encore rouler, mais le rendement chute et la fatigue gagne. Si vous vous surprenez à vouloir faire la sieste aux heures où vous étiez auparavant alerte, si monter un escalier d'un étage vous essouffle soudainement, interrogez-vous.
Faites doser votre hémoglobine et votre ferritine, ces deux chiffres peuvent révéler une alerte cachée. 8. Perte de poids inexpliquée. On célèbre souvent la perte de poids, surtout dans une société attentive à la silhouette. Mais lorsque les kilos s'envolent sans régime, sans sport intensif, sans raison apparente, méfiez-vous. Les cellules cancéreuses, grandes dépensières d'énergie, siphonnent le glucose, accélèrent le métabolisme basal et déclenchent un état inflammatoire qui brûle les réserves musculaires et adipeuses. Ajoutez à cela la malabsorption, si la tumeur entrave la progression des nutriments, l'organisme capte moins de calories. En quelques mois, vous pouvez perdre 5, 10, 15% de votre poids initial. Visuellement, les joues se creusent, la ceinture se raccourcit d'un cran, les vêtements flottent. Mon regard de clinicien me fait toujours poser la question suivante, est-ce que vous avez changé vos habitudes alimentaires ou sportives? Si la réponse est non, la perte de poids devient un signe cardinal. N'attendez pas que le miroir vous surprenne, agissez dès le premier pantalon qui bâille un peu trop. 9. Sensation de satiété rapide. Dernier signe, mais non des moindres, cette impression d'être rassasié après seulement quelques bouchées. À la maison, on me taquine parce que je termine mon assiette avant d'avoir l'idée même de dire « ouf ». Mais imaginez que la faim disparaisse d'un coup, votre niveau d'alerte doit monter. La tumeur, en rétrécissant la lumière intestinale, crée un effet « bouchon ». Les aliments progressent lentement, la pression en amont augmente, l'estomac se dilate moins bien et envoie au cerveau le signal « stop » prématurément. À ce signe s'ajoutent parfois des nausées, un petit reflux, voire un dégoût soudain pour les plats préférés. Quand le plaisir de manger s'éteint alors que rien d'autre n'a changé, c'est souvent que quelque chose cloche plus bas. Souvenez-vous, un appétit stable est l'un des marqueurs clés du bien-être. Dès qu'il flanche, on cherche la cause. Conclusion, comment reprendre la main? Vous connaissez maintenant ces 9 signaux d'alerte. Certains sont subtils, d'autres criants, mais tous méritent votre attention, quel que soit votre âge. La prévention, ce n'est pas la peur, c'est le contraire, c'est la confiance en sa capacité d'agir. Premier levier, le dépistage. Dès 45 ans 40 si un proche au premier degré a développé la maladie, discutez d'une coloscopie de dépistage. Oui, c'est un examen intimidant, mais il permet de retirer les polypes avant qu'ils ne dégénèrent. C'est une chance incroyable, pouvoir enlever la graine du mal avant qu'elle ne devienne plante tueuse. Deuxième levier, l'hygiène de vie. Une alimentation riche en fibres, céréales complètes, légumineuses, fruits et légumes, pauvre en viande transformée et équilibrée en graisses de qualité soutient la flore intestinale, renforce la paroi du côlon et améliore le transit. L'exercice, même modéré 30 minutes de marche rapide par jour stimule mécaniquement le péristaltisme. Gardez un poids stable, limitez l'alcool, bannissez le tabac, ces gestes réduisent jusqu'à 30% le risque de cancer du côlon. Troisième levier, l'écoute de soi. Votre corps vous parle, encore faut-il l'entendre. Tenez un petit carnet ou utilisez une application santé pour suivre vos selles, votre niveau d'énergie, votre poids. 3 minutes par jour peuvent littéralement sauver votre vie. Avant de clore, j'aimerais partager un mot d'espoir. Oui, le cancer du côlon peut être fatal, mais détecté tôt, il est l'un des cancers les mieux traités, chirurgie minimalement invasive, endoscopie thérapeutique, traitement ciblé, la médecine progresse à pas de géant. Vous n'êtes pas sans ressources. Si cette vidéo vous a éclairé, si elle vous a donné l'élan de prendre rendez-vous, ou simplement de parler de dépistage à vos proches, alors ma mission est accomplie. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à activer la cloche, c'est grâce à ces petits gestes que la chaîne grandit et que l'information touche davantage de monde. Je vous souhaite une excellente santé, beaucoup de sérénité, surtout, l'audace de prendre soin de vous sans attendre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.